Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de nouveaux podcasts, l'audace d'entreprendre. On se situe dans le festival de rap, le premier festival de rap en France, purement rap, Golden Coast. Et on a la chance d'avoir l'un des comment on peut dire ça, l'un des instigateurs, l'un des coproducteurs, l'un des gaillards à l'origine de ce festival, Stéphane Verlet. Salut Stéphane. Salut Marc. Comment je dois te présenter ? Je vais te laisser. Allez. Bon alors, si on doit présenter pour ceux qui connaissent pas bien le spectacle vivant, qui veulent juste un raccourci, on pourrait dire qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un d'abord qui est très discret, qui prend très peu la parole parce qu'il est modeste et lui le dira pas, donc moi je le dis, et quelqu'un qui est le producteur de spectacles de Jul, de Yamé, de SDM. Enfin, avec Jul, vous avez rempli en quelques instants 2 stades de France cette année, c'est ça ? En fait, c'était instantané. Instantané. En réalité, c'est-à-dire qu'au moment où on a ouvert, on avait déjà 3 fois ce qu'il fallait dans la file d'attente. Pareil pour le Vélodrome, enfin voilà. Ouais. Donc c'est des résultats et des réussites inimaginables, et Stéphane est très discret, prend assez peu la parole. Stéphane aujourd'hui va nous parler depuis une position assez particulière qui n'est pas vraiment une position d'entrepreneur, parce qu'en tant que tel, c'est pas quelqu'un qui a mis de l'argent dans une boîte pour la faire fructifier, mais en tant qu'intrapreneur. C'est-à-dire qu'au fond, dans le groupe Believe, tu te retrouves à être assez indépendant sur le spectacle en fait. Oui, en fait on m'a appelé, donc Believe, je resitue juste en 2 secondes, c'est c'est une boîte française qui a été montée il y a une vingtaine d'années. C'est devenu un très gros acteur de la musique, puisque sur les nouvelles sorties, c'est le leader français. Donc en gros c'est la 4e maison de disques dans le monde aujourd'hui. Bon bref, et c'est une boîte cotée en bourse. C'est une boîte cotée en bourse, ouais. Ça reste donc c'est une boîte française, une boîte à taille humaine parce qu'on n'est pas non plus 15 000, bref. Et en fait il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, ils avaient un peu l'envie de se développer dans le live. On s'est rencontrés et ils m'ont dit bah vas-y, fais-le. Nous on sait pas faire, fais-le pour nous quoi. Voilà. Et Stéphane, à l'époque, était dans une maison de disques qui s'appelle Warner, chez le producteur de spectacle, Decibel. Ouais. Tu étais directeur général ou général manager de ça. Ouais. Voilà. Un gros job chez Decibel, un gros producteur de spectacle. Et tu as sauté le pas pour aller monter une nouvelle structure qui, à l'époque, s'appelait Believe Live et qui est devenue Live Affaires. Ouais, exactement. Ouais. C'est toi qui as trouvé le nom Live Affaires ? On l'a trouvé collectivement. Enfin, on l'a validé et on a vraiment fait des brainstorming à fond. Et on a fait ça collectivement avec l'équipe quoi. Ouais. Donc très grosse boîte de production de spectacle, hein, très très grosse mission, et ce qui va nous intéresser, avant de parler du projet Live Affaires et ce que vous y faites exactement, notamment ici, c'est de parler de ton parcours, parce que ton parcours il est assez intéressant. Toi à la base en fait tu as une formation plutôt finance, une école de commerce, spécialité finance, et tes premiers jobs c'est de la finance quoi. Ouais, en fait en gros comme je pense beaucoup de lycéens, j'étais quand même complètement paumé sur ce que j'avais envie de faire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de lycéens. C'est difficile de savoir à 18 ans ce qu'on a envie de faire. Bref, donc moi j'avais quand même un vrai intérêt pour la musique et pour les concerts. Et en même temps, j'avais besoin moi d'apprendre un métier en fait. Je ne disais pas je vais me lancer comme ça. T'as besoin de te rassurer. J'avais besoin de me rassurer, ouais. Et puis surtout, j'étais hyper généraliste et il n'y avait pas une évidence quoi. Tu vois, j'étais pas un crack en maths où tu te dis bon bah vas-y je vais faire ça. Là j'avais plein de portes ouvertes et j'étais un peu embêté avec ça. Bref. Et donc le choix c'était de faire le truc qui allait me fermer le moins de portes possible en me disant derrière je vais pouvoir appliquer ça au domaine que je veux finalement, donc l'humanitaire, l'associatif, la musique, n'importe quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait par contre j'ai quand même galéré les premières années à naviguer un peu entre les deux, si tu veux. Donc à me dire un coup j'avais un job un peu foireux dans la musique, un coup j'avais un job qui me plaisait pas trop dans la finance. Et j'ai un peu navigué comme ça. Tu te disais, j'arrive pas à années. comprendre qui je suis en fait. Je sais pas si je dois faire de la finance dans un truc qui est sérieux, de la musique. Ouais, j'avais pas envie en fait. Et c'est chez Augury, chez un producteur de spectacle, que ça c'est que les choses se sont passées, parce que Augury, gros producteur de spectacle, donc Dominica, à l'époque Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, à l'époque, hein. Oui. Avec un Diams. Diams énorme. Ouais. Et donc toi, tu te retrouves à faire directeur financier de cette boîte. Ouais. Alors en fait, la chance que j'ai eue, c'est que c'est une boîte de passionnés vraiment à l'époque, et que en vrai alors j'ai fait un truc qui s'appelle administrateur, et en fait comme je sais pas si tu connais Charles Desmen qu'on peut citer, qui est le directeur général, qui est un visionnaire et qui a beaucoup fait pour le rap aussi, le gérant fondateur du truc, et en fait lui c'est pas un gestionnaire, donc en fait je suis arrivé dans cette histoire
en grosso modo, lui, il gérait l'artistique pur, et moi je faisais vraiment, mais genre tout le reste. Quasiment. Donc voilà, donc ça c'était quand même très très cool. D'accord. Et combien de temps ça a duré alors? Parce que donc t'as fait ça 7 ans, après t'as fait du consulting, c'est ça? Ouais. Et globalement, là, tu commences à te dire, tiens, vraiment la production de spectacle, c'est ce domaine-là qui m'intéresse? Bah écoute, en fait, en vrai, dès Augury, je faisais la production à fond. C'est ça. Vraiment, je suis parti sur la route avec Diams, je discutais avec les techniciens, j'étais sur le plateau, etc. T'as tout appris, quoi. Là, t'étais pas caché derrière un tableur dans un bureau, quoi. Ah non, j'étais sur la route tout le temps, je discutais avec les équipes techniques, avec les équipes artistiques, machin. Enfin, j'avais envie de tout comprendre, savoir comment ça marchait. Et quelque part, ta formation, si j'ose dire, qu'on continue à Rennes ensuite, parce que tu te mets à diriger un groupe de salles de spectacle à Rennes, dont la grosse salle de Rennes qui est le Liberté. Oui, c'est ça. Là, le truc intéressant dans la gestion de salle, c'est que tu accueilles toutes les prods de France. Donc en fait, tu vois tous les artistes. Donc tu vois tous les kits, tout ce qu'ils ont, comment ils bossent, qui bosse bien, qui bosse moins bien. Parce qu'il y en a, voilà. Et là, c'est pareil, une super formation aussi. Ah, c'est marrant, on voit bien ton parcours. La finance au début, l'expertise, le terrain. Ouais. Puis ensuite un endroit qui concentre tout le monde qui vient pour apprendre et faire du réseau en fait aussi. Ouais. Faire du réseau, et puis moi en fait le truc qui m'a toujours énormément intéressé dans le spectacle, c'est la technique. La technique? Ouais. Ah tiens. Enfin quand je dis la technique, on pourrait appeler ça production, mais c'est quand même comment tu construis cette espèce de module là qu'est la scène, le spectacle, qui monte quoi, comment ça marche, dans quel ordre, pourquoi. Tu vois, il y a des ingénieurs qui bossent sur les concerts aujourd'hui en fait, vraiment. Et ça m'a toujours vachement intéressé. En accueillant toutes les prods, j'ai pu vachement apprendre là-dessus. Ça, c'est intéressant ça. Parce que c'est quelque chose que tu as aussi continué ensuite quand tu es arrivé dans le groupe Warner chez Decibel, que tu es devenu directeur général de cette boîte. Oui. En fait, tu avais une dimension beaucoup direction de prod. Ah oui. En fait, Decibel, pour la direction de prod, en gros, c'est la personne qui va à la fois gérer le budget et donner un peu le cahier des charges à l'artistique pour faire en sorte que les deux quand même matchent et que tu fasses pas, enfin qu'il n'y ait pas de dérapage ni artistique ni budgétaire finalement. Donc en fait, tu vas discuter avec. À l'époque, tu travaillais avec quels artistes? Alors à l'époque, on avait fait, il y avait, alors la grosse chance, c'est j'arrive chez Decibel en plein milieu de la dernière tournée de Johnny. Oh là là. Ah oui, Johnny Hallyday. Ouais. En plein milieu, donc ça, et un truc que j'avais jamais fait, en plein milieu d'une énorme comédie musicale qui s'appelle Le Roi Arthur, que pareil j'avais jamais fait non plus. Donc j'arrive au milieu, donc là incroyable. Donc il y avait ça. Oui, parce que les comédies musicales c'est énorme. Hein, c'est vraiment voilà. Et après il y avait pas mal de rap assez rapidement. Ah oui. Première tournée d'SCH, première tournée de Nino, Soprano depuis déjà voilà. Donc moi j'ai fait le premier stade de Soprano à Marseille, le premier Vélodrome. Enfin voilà. Donc et puis grosse boîte quand même Decibel. Donc il y avait beaucoup de trucs en développement dans Johnny, enfin voilà. Mais pour être concret, donc tu es directeur général de cette boîte, hein, c'est ça, donc tu es directeur aussi de projet, de production, donc tu nous as parlé de ce job, mais est-ce que Johnny Hallyday, on lui dit non? Enfin, quand la tournée se passe ou quand on imagine, on sait bien que parfois il y a des dérives, et je vois que tu fais un sourire, mais est-ce qu'il y a des moments où on peut dire non à Johnny? Alors en fait, tu arrives à développer des techniques de Sioux pour ne pas dire non, mais que finalement... Ça ne se fasse pas. Alors non, que ça se fasse, mais au moins en partie aux frais de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, et après il faut être transparent, c'est-à-dire que tu dis bah écoute, ok, tu veux faire ça, ok, par contre regarde quand même, ça coûte ça, donc toi à la fin voilà, parce qu'on gère quand même le portefeuille de l'artiste au final, hein, quand même. Bah, bien sûr. Donc voilà, donc non, en vrai tu lui dis pas non, mais tu lui montres quand même, bon bah regarde ce que ça signifie quand même. Voilà. Tout ce parcours aujourd'hui, jusque-là, tout ce qu'on a essayé de regarder comme ça en quelques minutes, nous amène à ton job actuel, d'être donc directeur général de Live Affaires, cette boîte de production de spectacles, dans cette grosse entreprise de musique business qui est Believe. Est-ce que tu te sens comme un entrepreneur aujourd'hui, toi? Alors, non, pas vraiment, dans le sens où... Enfin, non, même pas, en fait, si je prends la définition stricte, dans le sens où j'ai pas mis d'argent perso, j'ai pas eu besoin d'hypothéquer ma maison pour lancer Live Affaires, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui les gens qui ont besoin de faire ça, en tout cas dans la production de spectacle, il y en a
quasiment plus du tout. Le métier change. Ouais, en fait, en 20 ans, on est passé... il y a 20 ans, c'était la fin des vrais gros entrepreneurs et le début d'une industrialisation, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, t'avais encore... et encore avant, t'avais des mecs qui, avant une grosse tournée, les gars allaient voir le banquier et c'était, ok, mais mettez-moi votre baraque en hypothèque et très bien, je vous prête l'argent pour faire le truc, quoi. Voilà. Ça a disparu. On peut caricaturer finalement en disant qu'on est passé du spectacle vivant un peu artisanal au live entertainment mondialisé un peu. En fait, le métier est resté le même, exactement le même. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont toujours là. Justement, on parle de la technique et tout. Enfin, c'est les mêmes compétences, les mêmes trucs. Ouais. Par contre, derrière les gens qui ont financé le truc et la façon de le financer et les besoins aussi quand même en financement, quand même, c'est plus du tout les mêmes. Ça s'est industrialisé, quoi, clairement, quoi. Ouais. Si t'es là, Stéphane, aussi aujourd'hui, si on a la chance de t'avoir, c'est que t'es l'un des coproducteurs de Golden Coast. Hein. Pour une fois, je l'ai pas dit en intro du podcast, mais on se retrouve ici dans ce festival Golden Coast, un festival spécialisé sur le rap. Ouais. Et tu as une des personnes à l'origine du festival avec Christian Alex, qui est le producteur local, qui est très très investi sur le festival avec toute son équipe, avec Vivien à la direction artistique, et aussi Mathieu Pigas. Mais enfin, tu es vraiment l'une des personnes à l'origine aussi du projet, quoi. Oui. Comment c'est venu ce projet? Tu nous racontes un peu? Écoute, c'est un projet qui est arrivé d'une équipe à Dijon. Hein, ça vient d'ici, l'ADN est dijonnais. Et qui a eu... Je crois que c'est Vivien en fait et Christian ont beaucoup réfléchi à ça pendant le Covid. Vivien, c'est un fan de rap depuis des années, et ils avaient très envie de faire ça. Et ils ont eu pendant le Covid pas mal de temps pour bosser dessus. Et en fait, ensuite ils ont commencé, donc ils ont monté tout un dossier, un concept et tout, et ils ont commencé à aller chercher des partenaires parce que le projet est quand même ambitieux et tout, et évidemment tu fais pas un truc comme ça tout seul. C'est ça aussi, être producteur de spectacle, hein. C'est être capable, c'est pas seulement de monter un spectacle et de mettre en place une billetterie, hein. C'est aussi d'aller chercher des partenaires et d'arriver à réunir un tour de table en fait. Oui, c'est ça. Comme un entrepreneur. De toute façon, dans les très 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 gros projets, forcément tu peux pas y aller tout seul. Donc ils ont commencé, on se connaissait par personne interposée, tout ça, on s'est rencontrés, et puis en fait, moi le truc qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point le projet était abouti, quoi. C'est-à-dire que vraiment il y avait une histoire, il y avait une vision du truc, il y avait déjà eu presque une patte dans l'image, dans l'artwork, dans ça se voit, il y a la déclinaison du Golden Coast partout. C'était vachement bien pensé. Et on n'en voit pas beaucoup quand même des projets aussi aboutis, quoi. Mais donc, alors, mettons les pieds dans le plat, tiens, essayons d'être un peu concrets sur ce projet-là. Concrètement, quand on est Live Affaires et le groupe Believe, est-ce que c'est juste un investissement financier ou on se dit tiens, ou alors est-ce qu'on est très opérationnel? Alors, on est entre les deux. Après, on aurait très bien pu se dire qu'on peut gérer une partie des opérations. On aurait pu. Je sais pas, vous savez faire, quoi. Vous produisez de Joule, vous sauriez faire. Ouais, on aurait su faire, mais bon, voilà. Là, c'était pas le projet. L'idée, c'était d'être vraiment complètement partie prenante de toutes les prises de décision. Ping-pong. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'on se parle constamment. On se parle toutes les semaines, toute l'année de qu'est-ce qu'on va faire, la programmation, le machin, voilà. Mais par contre, on n'opère pas. C'est-à-dire, à part, moi j'ai mes équipes qui sont là, qui filent un coup de main, mais on n'a pas en charge un truc précis dans le festival. Voilà, c'est vraiment géré et c'est en vrai tous les festivals fonctionnent comme ça. Enfin, je trouve. C'est en local. Ouais. Le truc avec une boîte de prod qui arrive d'ailleurs et qui dit tiens je vais faire un festival machin dans cette ville là, ça n'a jamais marché. Si je résume ce que tu nous dis, c'est un peu si loin si proche, quoi. Très très investi au quotidien, discuté, mais en même temps celui qui a le volant c'est Christian Alex et son équipe et Vivien qui sont ici, quoi, hein. C'est un travail en fait c'est eux qui font, quoi. Voilà, c'est eux qui font. Et hier qu'est-ce que ça t'a fait de voir ce festival bouger, ce site vivre, hein. Je crois que la scène est décalée de 40 mètres par rapport à l'an dernier, il y a plus de monde, ça fait quoi de voir ça? Écoute, alors hier, il y a un côté un peu magique, tu vois, de se dire. Mais bon, forcément, là, on est à la 2e édition. Là, t'as envie que ça se passe comme tu l'imaginais, mais t'es pas dans l'attente de te dire oulala, comment dire, comment va être le public, tu sais déjà un peu. Est-ce que les gens vont se l'approprier? Est-ce que le truc complètement dingo, c'est la première fois que tu ouvres les portes et que là tu rencontres physiquement ton public, quoi. Les gens pour qui tu bosses depuis, tu vois, genre Vivien et Christian depuis 3-4 ans. Moi c'était 1 an et demi, mais
Et là, tu les vois physiquement et c'est hyper émouvant. En fait. Tu dois faire plein de rêves les nuits d'avant en disant il n'y aura personne. Non. Non, t'es pas anxieux. Ah ouais, un producteur de spectacle, d'ailleurs, c'est intéressant ça. Il peut pas être anxieux. Il y a trop de risques en fait dans ce métier, non? Alors tu peux, mais faut apprendre à le gérer, quoi. Mais ouais, non, là de voir, en fait, moi le truc qui m'a fait vraiment quelque chose, c'est tu vois les premiers spectateurs de l'histoire du festival arrivent et tu t'attends 5 minutes et au bout de 5 minutes tu les vois. Tout le monde est au stand, ça marche, le cashless ça marche. Il y en a déjà qui ont un verre à la main, un autre un tacos. Enfin, tu vois, tu dis bon bah putain voilà, c'est parti quoi. Et les gens ont la banane. Enfin c'est et puis surtout moi le truc qui m'a vraiment marqué et c'est la même cette année. C'est vraiment on est sur un public, on a un super public, mais vraiment. C'est-à-dire que les gens sont là, ils ont la banane, c'est cool, ils viennent kiffer sur du son, etc. Enfin c'est génial quoi. C'est un peu le Hellfest du rap en fait. Ouais je pense que c'est moins niche quoi quand même quoi. Parce que oui, parce que c'est numéro 1 partout. Beaucoup tu as raison, plus ouvert. Tu vois le Hellfest, le truc c'est que tu vas ratisser dans toute l'Europe forcément parce que c'était vraiment sur une niche quoi. Ouais, le rap c'est plus vraiment une musique de niche, enfin c'est plus du tout une musique de niche. Non, il suffit de regarder les charts, c'est tout direct, Bon, alors je reviens à Live Affaire. Maintenant, on a parlé de ce projet particulier qui est Golden Coast dans tes activités. Mais si on revient à la boîte que tu diriges en tant qu'intrapreneur, Live Affaire, donc concrètement, votre boulot, c'est quoi? C'est avant tout de produire des spectacles, de prendre quasiment 100% du risque à chaque fois. Ouais. Mais toi, tu passes ton temps à essayer d'aller signer des très gros artistes comme Jul ou SDM, ou aussi à développer des artistes que tu sens comme ça, que tu renifles sur les plateformes. C'est un équilibre entre les deux, mais pour moi, tu vas aller, la vraie magie de notre métier, c'est justement quand tu repères un artiste et que tu vas l'amener de bébé artiste au Stade de France, quoi. Quand tu arrives à faire ça sur 10 ans, là c'est incroyable. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors ça arrive tout le temps. Mais pour toi? Alors pour moi, pas encore. Parce que Jul, tu l'as pas pris au berceau, si j'ose dire. Alors non, ouais. Mais non, pas encore. Mais ça grandit déjà. Il y a des artistes que tu as commencé à faire jouer aux étoiles ou dans des toutes petites salles ou je ne sais où, qui commencent à faire des gros trucs. Ouais. Et en vrai, notre vraie valeur ajoutée, elle est là, quoi. C'est quand tu arrives à accompagner l'artiste dans l'évolution de sa carrière, de ses besoins à différents moments, et que tu arrives à le fidéliser aussi. C'est que ça veut dire que tu as créé une relation de confiance. Voilà. Et ça, c'est magique. Parce que aller choper un gros artiste qui est déjà un gros artiste, qui est chez la concurrence, et aller arriver à l'attraper en mettant juste plus d'argent sur la table, j'ai envie de te dire tout le monde peut le faire. Mais je vois pas tellement la magie là-dedans. Bon. Et surtout qu'aujourd'hui, les artistes, on peut peut-être sans dire deux mots, deviennent de plus en plus des artistes entrepreneurs. On ne sait pas toujours, mais ils ont eux-mêmes leur boîte de prod, ils sont aussi coprod avec vous parfois, non? Ouais, alors en fait, le move là, il est surtout important dans le rap et sur la partie disque. Tu peux nous en parler de ça parce qu'on est dans un festival de rap. Le business du rap, il évolue comment? Alors, je suis pas un expert de la musique enregistrée. Mais dans le live. Mais quand même, non. Alors, si quand même. En fait, le vrai truc qui a bougé, c'est que à un moment donné, enfin, donc le modèle de la maison de disques à l'ancienne, qui a beaucoup évolué, c'est t'es un producteur de disques et tu vas signer un artiste en contrat d'artiste, tu vas tout gérer et tu vas lui donner une redevance de X% sur les ventes de disques. Là, c'était le modèle de Johnny Hallyday où on a souvent dit, on lui donne des avances et la maison de disques Universal ou Warner, il possède tout. Oui. Et ça, lui, rien. Voilà. Et ça, en fait, c'est pour le coup, le monde du rap a complètement révolutionné ça, parce que les gars, déjà, sont arrivés avec un savoir-faire, des produits presque finis. Enfin, ils sont arrivés avec des mixtapes, des masters. C'est plus la peine d'aller en studio. Ouais, et puis la technologie a évolué. Et puis en fait, les gars, ils sont arrivés en disant, mais attends, mais moi, c'est moi qui ai tout fait. Je vais pas me contenter de 14%. Enfin, il y a un problème là. Et donc, du coup, les mecs, ils avaient déjà créé des boîtes aussi. Et alors après ils ont commencé à structurer, à monter des boîtes, des labels avec d'abord un artiste, puis 2, puis 3, puis 4, machin. Et les services dont ils ont besoin sont plus tous les mêmes. Et effectivement, il y a vraiment ce truc d'entrepreneuriat clairement au niveau des artistes dans le rap, très clairement, vraiment. Et ça a tout changé. Et Believe est une des premières boîtes à avoir compris ça. Exactement. C'est exactement ça, puisque le premier métier de Believe avant d'accompagner directement les artistes, c'était d'accompagner les labels. Et en fait, quand les artistes ont monté leur propre label, les deux finalement se sont rejoints. Ouais.
Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, les labels avant leur modèle, c'était surtout d'essayer de se faire référencer à la Fnac ou dans les magasins, de pousser des cartons. Oui. Et Believe a compris que, en fait, on allait surtout pousser de la data pour aller sur iTunes, sur les stores, mettre beaucoup de data qui allait accompagner les morceaux. Ils ont industrialisé ça et au début, c'était les seuls à savoir faire ça. Les labels ne savaient pas. Ouais, au niveau de, en fait, quand le streaming est arrivé. Tous les artistes ou les labels en fait comprenaient rien. C'est-à-dire qu'ils voyaient que leur musique était à l'écoute partout et ils avaient l'impression que en gros ils touchaient rien et surtout ils n'avaient pas l'information de qui écoutait, où, quoi, comment. Enfin voilà, il y avait vraiment besoin d'une interface entre les plateformes de l'époque et les labels ou les artistes, quoi. Parce que voilà, et c'est ce que Denis a eu l'idée de monter. Denis Ladegaieri, le PDG de Believe. Voilà. Qui a eu l'idée de monter cette interface et de l'automatiser. Et très rapidement, en fait, les labels et les artistes ont eu des vraies données sur on m'écoute en Colombie, au Brésil, en machin. Il y a tant d'écoutes, je touche tant par écoute, voilà le chèque, merci, au revoir. Enfin, un truc carré. Voilà. Donc si je résume, Believe est né sur une transformation de l'industrie au service aux artistes. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros. C'est des labels, c'est tous les métiers. Quoi, Mais et dans tout ça, il y a un petit village gaulois qui est Live Affaires, qui est ta boîte, la boîte que tu diriges. Mais alors, est-ce que tu as besoin déjà, avant d'aller signer le Stade de France pour Jul ou l'avance que tu vas faire à l'artiste, d'aller voir Denis en disant s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'il faut que j'ai le droit, est-ce qu'il faut faire des polycopiers, comment ça marche? En fait, dans toutes les boîtes, là pour le coup, industriel, parce que c'était pas le cas quand c'était Jean-Claude Camus qui devait hypothéquer sa baraque, mais bon, là voilà, dans toutes les boîtes un peu conséquentes, tu vas sur des deals importants financièrement avoir besoin d'une approbation du board, tu vois. C'est-à-dire tu remplis un petit tableau, un petit dossier et tu vas dire voilà ce que j'ai envie de signer. Ok, pas ok. Comme un comité d'investissement pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est la même chose qu'un comité d'investissement ou que ton board. Après, franchement, comment dire, les modalités, elles peuvent varier, mais puis des fois c'est un truc hyper light. Tu fais ça peut se faire des fois très vite. Faut être agile. Donc, tu vois, des fois c'est ça. En 5 jours, tu peux avoir une approbation pour un deal. Et il faut d'ailleurs. Et voilà. Mais oui, sur des deals aussi risqués que ça. Je sais pas moi tout seul qui vais voilà. Mais par contre c'est toi tout seul qui essaie de les convaincre quand même, parce qu'il y a un moment ils comprennent pas ce modèle là. Oui, non, c'est clair. C'est un modèle qui est le modèle de la production de spectacle, ça reste de la chair et du sang, quoi. Ça a été super intéressant. Ça a été archi intéressant de leur expliquer ça et de développer, enfin de voir les points de contact, voilà. Est-ce que toi, dans la manière que tu as d'exercer ton métier, tu as des modèles d'entrepreneurs ou d'artistes ou de gens qui t'inspirent terriblement pour le faire? Écoute, alors Charles, clairement, Charles qui a créé, patron d'Augury. Voilà, clairement, parce que c'est le premier gars avec qui vraiment j'ai appris ce métier et qui, vraiment m'a beaucoup. Il y a plein de trucs que j'ai vraiment adoré dans son approche, quoi. Voilà, et puis après, moi j'aime bien regarder un peu des profils d'artistes qui ont vraiment super bien réussi dans la qualité du boulot. Et je dirais là-dessus, moi, ma référence, un peu, je pense que c'est Orelsan, quand même, parce qu'en fait, le gars, il y a vraiment un truc, c'est tout, t'as l'impression 360 que tout by est design. Pensé, il travaille avec les mêmes depuis le début, tout le monde a grandi avec lui. C'est une aventure humaine et de business qui est dingue, vraiment. Voilà. Puis quand on parle entrepreneuriat, on aime bien parler d'innovation, et là Orelsan se lance dans encore autre chose, un film dans lequel il se met en danger. On va pas être dans le confort, et puis après je pense qu'il y a encore d'énormes projets qui arrivent l'an prochain. C'est l'impermanence, quoi. Ça c'est jamais la même chose. Mais je pense le truc, c'est que quand même, je pense, je le connais pas personnellement en plus, mais j'ai l'impression, j'ai un peu vu un peu de l'extérieur, qui fait quand même les choses avec un peu toujours le même entourage proche. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça en fait en vrai qui te permet, à mon sens, de justement de pas flipper. Et même en production de spectacle, faire des trucs. L'être humain, on en revient toujours à l'humain. C'est des métiers où c'est de l'humain. C'est clair. Mais toi, par exemple, tu es dans une boîte de data à la base, mais ton métier, c'est de faire de l'humain. C'est pas une boîte de data, Believe, attention. Mais c'est une boîte de distribution. Donc son rôle, c'est pas de collecter ou de fournir de la data, c'est d'aller discuter avec les labels et les plateformes. Mais alors nous, dans le live, on fait
c'est 95% d'humains, parce que tu pourras jamais automatiser le mec qui va monter un projecteur, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Donc, sauf que 80% des équipes, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses dans cette grande boîte avec toute l'autonomie et la liberté aussi dont tu jouis là, que t'as pas encore réussi à faire? Des regrets ou des échecs même, parce que là on parle beaucoup des choses qui marchent, Golden Coast, Joule, tous ces trucs incroyables, mais est-ce qu'à un moment t'as pris des portes dans la figure? Alors écoute, un petit peu, c'est un peu technique ça, comme sujet, donc je sais pas si c'est très intéressant, mais justement sur la data, je me suis dit tiens, une boîte aussi technologique que Believe, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire que les autres ne peuvent pas faire dans le live? Pour l'instant, j'avoue, là-dessus il y a encore il y a encore un truc à faire. Voilà. Et puis après, t'as toujours de toute façon, quand tu produis des artistes, t'as toujours des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Après, si t'acceptes pas ça, il faut changer de métier, quoi. C'est un métier qui, par essence, est très très risqué, quoi. Ouais. Très 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 risqué. Ouais. Ça vous donne envie de faire d'autres festivals, de produire d'autres festivals, celui-ci? Moi, j'aime bien faire peu de choses, mais tu vois, mais être à fond dessus, quoi. Ouais, donc là, tout de suite, non. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Plutôt faire grandir celui-là. Ouais, je sais pas. Bon, après, il y a des gens qui sont dans la recherche de la quantité. Moi, c'est plus la qualité des trucs, quoi. Bon. Et en termes d'esthétique, chez Live Affaires, c'est toujours la même esthétique autour du rap, justement, et autour des... Parce que si on peut dire des musiques urbaines, même si ce mot, c'est pas bien ce que ça veut dire, ou alors au contraire, ça peut être n'importe quoi. Écoute, on est sur tous les genres musicaux, on va dire, de ce qu'on appelle un peu les musiques actuelles, tu vois, donc grosso modo des trucs que tu vas trouver dans des salles de concert, qu'on appelle les SMAC, comme La Vapeur à Dijon, des trucs comme ça. On est quand même plutôt là-dessus, on fait pas de classique, de jazz, tout ça. Et le rap, par contre, ça pèse quand même, c'est énorme dans notre activité. Le marché, il est là aujourd'hui. Bah ouais, clairement. Ouais. Stéphane, c'est le moment du podcast où on va voir si on a abordé tous les sujets ou si des personnes dans le public ont envie de nous poser des questions. On serait ravis, et il y a un micro. Et je vois quelqu'un qui a envie de nous poser une question. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vous parliez du Golden Coast. Et alors moi, j'ai pu faire aussi en bénévole à la Yard. Et du coup, le Golden Coast, les deux, ça fait... c'est la deuxième année en fait de production des deux festivals. Et pour avoir fait d'autres festivals, en fait, ce qui m'a tout de suite choqué, c'est la qualité... des deux, en fait, que ce soit la Yard ou du Golden Coast, la qualité des partenaires. Vous avez des partenaires qui sont présents à l'échelle nationale. Donc voilà, on voit aussi que le budget, il est beaucoup plus important. Est-ce que, comme vous parliez d'organisation et que les deux personnes qui sont à l'origine de l'organisation du Golden Coast ont eu le temps aussi d'organiser pendant le Covid, est-ce que vous pensez que cette réussite aussi précoce, en fait, dès les premières éditions des festivals, est-ce qu'elle est due au temps de préparation en fait qui a été énorme avant, ou justement au fait que le Golden Coast ait l'appui de grosses boîtes? La Yardland, je sais c'est une association en fait qui est aussi présente depuis longtemps, et quand je compare à d'autres festivals, donc non des Bretonnes mais de la région Bretagne qui sont là depuis 15 ans, qui ont des infrastructures un peu moins importantes, pour moi, j'en ai déduit que c'était par rapport au fait qu'ils avaient un petit peu moins de moyens, parce que... est-ce que vous pensez que c'est vraiment le temps de préparation ou le temps les moyens qu'il y a derrière, quoi? C'est un peu tout. C'est effectivement le temps de préparation, c'est sûr, ça a joué, parce que le projet, il a eu le temps d'infuser un peu en local, y compris auprès de gens qu'on voit aujourd'hui qui sont partenaires même du festival. Donc ça, le temps de préparation, ça a joué, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, même sans le Covid, de toute façon, il faut au moins 3 ans pour lancer un truc comme ça. Les acteurs autour de la table, oui, c'est sûr, ça permet de prendre plus de risques, ça c'est clair. Mais après, l'autre truc quand même, c'est que il y a le projet et le fait de dire ok, le rap c'est la musique numéro 1 en France, mais loin devant le reste, et il n'y a pas de festival de rap. Donc forcément, quand tu arrives avec déjà juste en ayant posé juste ça, oui, tu vas attirer des marques, tu vas attirer du public, voilà. Et donc tu te dis bon, on va peut-être essayer de faire tout de suite un truc un peu ambitieux, même si je trouve, et c'est ça moi qui me plaît aussi, c'est que ça, on reste quand même sur un truc à taille humaine, quand même. On n'est pas sur un site où il y a 60 000 personnes, quoi, hein. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, quoi, en vrai. Ouais. Allez, vas-y, on adore. Allô, ouais. Et du coup, j'avais une deuxième question, rien à voir, mais c'était par rapport à l'évolution des festivaliers. J'en parlais avec des proches qui sont un peu plus vieux et qui me disaient que, par exemple, quand il y avait moins de festivals en France, en fait, les festivaliers venaient vraiment pour 1 ou 2 artistes, et
qu'à chaque concert, en fait, on sentait que les festivaliers étaient vraiment, ils venaient vraiment que pour ça, et du coup que l'ambiance des fois était un petit peu plus folle. Où aujourd'hui les gens prennent des places en festival pour passer un bon moment en fait en festival, même si on connaît pas tous les artistes, c'est histoire de découvrir, et du coup ce qui peut parfois faire des foules qui sont peut-être un petit peu moins dedans, qui connaissent un petit peu moins les musiques. Et je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de l'évolution de ce public. Déjà en fait, le festivalier qui vient pas pour un artiste en particulier, voire même en connaissant pas forcément une grosse partie de la programmation, ça c'est ce qu'on préfère nous. Parce qu'en fait, on peut amener des gens à découvrir d'autres trucs. Et c'est ça l'idée d'un festival en vrai. Le truc du festivalier qui vient pour un artiste en particulier, je pense que ça marche sur d'autres formats de festival que ça. Tu vois, des trucs où tu vas avoir une affiche avec 3, 4, allez, 5, 6 artistes. Et puis surtout, des prix de billets pas trop chers. Parce que, enfin, je sais pas si tu vas aller au Hellfest pour voir un groupe, c'est pas très rentable, quoi. Il vaut mieux attendre que ça passe en salle. Voilà. Mais je sais pas s'il y a vraiment une évolution du public là-dessus. Moi j'aurais même plutôt tendance à penser l'inverse, c'est que il y a peut-être cette culture du festival, c'est où on vient pour découvrir des trucs, qui est en train de se perdre un peu, et où il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir aller voir des concerts en stade, les méga concerts. Ça représente de plus en plus de billets par rapport à il y a 10 ans. Donc voilà, et c'est un peu plus compliqué justement pour les festivals, je trouve, aujourd'hui. Une question ? Ouais, voilà, ça c'est moi. Je sais pas si... Oui, bonjour. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, où il y a de plus en plus de gens qui vont vers des concerts classiques et peut-être un peu moins vers les festivals aujourd'hui. En tout cas, c'est une réalité du marché. Et toi, comment t'imagines le futur du festival ? Le festival dans 3 ans, dans 5 ans, il va ressembler à quoi ? Ici ou ailleurs ? D'une manière générale, je pense qu'il y a un sujet de renouvellement du public, vraiment. C'est-à-dire, là, on arrive, mais c'est juste une question de génération. On arrive dans un cas de figure où il y a une majorité de festivals en France, où finalement les enfants, les festivaliers peuvent potentiellement avoir leurs enfants qui y vont. Okay, sauf que, est-ce que quand on a 18 ans, on a envie d'aller dans le même festival que celui où allaient ses parents ? Voilà, j'en sais rien, peut-être pas. Enfin, il y a un truc un peu chelou là-dedans, parce que le festival, ça doit être justement un lieu où il se passe un truc, c'est un lieu de découverte, de liberté, d'épanouissement, voilà. Et de rentrer après un week-end en festival avec le papa ou la maman qui dit alors, parce que moi à mon âge, il y avait... J'ai envie de dire, mais merde, laisse-moi vivre mon truc, quoi. Voilà, donc je sais pas si c'est si facile que ça de renouveler, de transmettre à une nouvelle génération un festival. Et là, aujourd'hui, il y en a plein en fait dans les gros festivals historiques en France. Quasiment tous, ils ont 15-20 ans d'existence, et donc on est dans cette situation-là. Donc je pense que bon, ça c'est le premier truc. Donc en fait, peut-être que des nouveaux formats, des nouvelles marques, de festivals peuvent émerger. Ça peut, le renouvellement, il peut être compliqué sur des marques des festivals plus anciens, peut-être, j'en sais rien. Ils font un boulot de fou tous là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit blocage ? Peut-être, j'en sais rien. Voilà. Une autre question, on n'a jamais eu autant de questions. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi j'avais juste une petite question là. Ce soir tout va bien, c'est magnifique, il fait beau. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'on passe un super moment. Mais imaginons un cas de figure où ça peut arriver, une pluie, une tempête, je sais pas, ou carrément une manifestation, un artiste qui peut aussi, comme Copaladé par exemple, disparaître, être hors circuit un petit peu, dû à son incarcération. C'est qui prend le risque dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un dit, à partir de quand on estime que le risque est trop grand et on annule ? Ma question c'est qui va payer les pots cassés ? Est-ce que c'est votre rôle, votre boîte, d'accompagner en cas de problème, voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes là-dessus ? Voilà, c'est une question que je pose. Question technique, un peu, mais... et stratégique. Et stratégique, ouais, c'est une bonne question. Ouais. En fait, alors, si on parle du risque financier, il est pris par le ou les producteurs du festival qui ont contracté une assurance. Okay ? Donc en réalité,
si le boulot est en assurance, il y a, alors là, ça devient super technique, mais il y a une notion qui s'appelle dans le droit, enfin je sais pas si ça existe encore, je crois, en bon père de famille. Alors c'est hyper sexiste, mais ça existe. Bref, si tu as géré ton truc en bon père de famille, c'est-à-dire que tu as tout mis en œuvre pour que, en cas de problème, toutes les mesures soient prises dans l'organisation, dans la gestion du truc, et voilà. Logiquement, c'est l'assurance qui va prendre le relais, ok. Si c'est pas le cas, ça peut être beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, ça c'est pour le risque financier, mais après il y a tout un tas d'autres risques, parce que tu as le risque en termes d'image, tu as le risque même politique. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour l'image de ta boîte, pour l'image de la ville, pour l'image de... Enfin voilà, il y a tout un tas de... Voilà, et ça, pour le coup... Enfin pour moi, il y a le risque financier, c'est les producteurs, mais tu as la région, la ville, la métropole, tous ces gens-là prennent, et surtout la ville et la métropole prennent un risque vraiment en nous accompagnant. C'est pas rien quoi, de lancer un truc comme ça, de cette ampleur-là. Voilà, faut quand même se regarder dans les yeux et se faire sacrément confiance, et ça c'est génial parce que cette condition-là elle a été réunie ici, donc voilà. Merci à tous pour vos questions. On l'a fait hors antenne la prochaine. Ça vous va bien, on vous la donne, mais dans une seconde. Je vous donne la parole dans une seconde. Et juste, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou pas, Stéphane? Je sais qu'on a abordé plein de sujets, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu avais envie d'aborder encore? Écoute, ouais, moi je m'étais noté un truc parce que je me disais, bon, l'audace d'entreprendre, donc c'est quoi le conseil si on a envie d'entreprendre? Et ça allait être ma dernière question. Bon, c'est génial. Ok, écoute, et en fait, en vrai... c'est un truc que tu retrouves dans le sport de haut niveau, c'est prendre du plaisir. T'écoutes, moi je m'intéresse pas mal au monde du tennis, et quand t'écoutes les gens, des professionnels, ils vont te dire, voilà, moi mon objectif, là dans les mois à venir sur le court, pendant les matchs, c'est de prendre du plaisir. Alors c'est pas juste pour kiffer, en fait c'est calculer et travailler, c'est que quand tu prends du plaisir, ton cerveau il sécrète des hormones qui vont te rendre plus performant. Tu vas avoir une meilleure vision des choses, prendre des décisions plus clairvoyantes, avoir une meilleure analyse de la situation, même tes gestes vont être plus précis, et ça c'est le truc du sportif de haut niveau, et je pense que pour l'entrepreneur c'est la même. Si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, c'est là où tu vas avoir les meilleures idées, où tu vas le mieux les dérouler, et où tu vas être le plus créatif, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'est adorable d'être venu, merci, tu vois, c'est passé en un clin d'œil. Ouais. On aurait pu faire le double de temps. C'est adorable, merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous donne rendez-vous pour plein d'autres podcasts qui seront enregistrés dans le cadre du Festival de l'entrepreneuriat à Dijon, au Zénith de Dijon le 9 décembre. Et il y aura d'autres podcasts, l'audace d'entreprendre, qui seront enregistrés à cette occasion. Merci, ciao, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.